Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo qui est la seconde vidéo sur le sujet, petite vidéo pour vous parler des émis ou expériences de mort imminente. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui est un texte assez long, texte que je mettrai dans mes futurs ouvrages et qui, pour moi, et qui sera pour vous l'explication de ces étranges phénomènes qui sont rapportés quand les gens font des arrêts respiratoires et parfois des arrêts cardiaques et qu'ils reviennent de ces états traumatiques. Le petit texte plutôt long que je vous ai écrit s'appelle « Émis ou expérience de mort imminente ». De nombreuses personnes ayant été victimes d'accidents graves, entraînant un arrêt respiratoire et parfois un arrêt cardiaque, ont relaté les mêmes sensations et les mêmes visions alors qu'elles étaient inconscientes. Ces expériences étranges et les visions d'une extrême précision qui accompagnent ces états de coma sont à la base d'une croyance populaire en une continuation de la conscience après la mort et sont considérées par beaucoup comme l'épreuve scientifique irréfutable que l'esprit peut survivre à la destruction du corps. Les personnes ayant vécu ces émis décrivent souvent les mêmes choses. Ils revoient les moments importants de leur vie, revoient leurs proches décédés et ont parfois l'impression de flotter au-dessus de leur corps, décrivant avec précision la scène de l'accident dont ils sont la victime ou la salle d'opération dans laquelle ils sont inconscients. Si ces expériences peuvent paraître troublantes, elles sont parfaitement explicables si nous prenons en compte les mécanismes biologiques de survie sélectionnés au cours de l'évolution des vertébrés et l'évolution de l'homme avec sa façon si particulière dont le cerveau humain s'est structuré autour d'un langage typiquement humain apparu il y a plus de 3 millions d'années en savane. Langage avec des notions de temps et des mots qui sont des compressions de données sensorielles et émotionnelles en sons. Tout cela permettant aux hommes de s'extraire spirituellement de l'instant présent pour parler du futur, du passé, de ce qui aurait pu être ou qui pourrait être, ou même de ce qu'ils rêvent et imaginent d'irréel. L'évolution du cerveau humain s'est donc structurée autour de la visualisation. Visualisation de ce que l'homme voit et aussi de ce que l'homme entend et de ce qui lui est dit. Ainsi, l'homme est fait pour visualiser des choses imaginaires, visualiser des choses qu'il rêve et invente, et visualiser des choses qu'on lui raconte. Nous sommes le seul animal à avoir cette capacité fabuleuse. Et toute notre évolution humaine, biologique et culturelle s'est faite autour des notions de temps et des mots permettant de visualiser ce qu'on te raconte et de raconter des choses que les autres visualiseront. Notre cerveau est donc fait pour visualiser spirituellement ce que nous percevons par notre vue, mais est aussi fait pour décoder une interface sonore nommée langage humain afin de visualiser le sens de ces sons codifiés et ordonnés. L'évolution continuant sans relâche, l'homme inventa l'écriture permettant de visualiser des symboles correspondant à des choses ou des symboles correspondant à des sons qui, ordonnés, correspondent à des mots correspondant à des choses. Quoi qu'il en soit, l'homme est le seul animal à visualiser en permanence, avec précision, un monde réel ou imaginaire, à visualiser ce qu'il pense, mais aussi, par l'interface sonore ou écrite, à visualiser ce que pensent ou pensaient les autres, qu'ils soient vivants ou morts. Nous sommes l'animal visualisateur par excellence, reconstruisant dans sa cervelle le monde réel de l'instant présent perçu par les sens, mais aussi les expériences passées, les futurs hypothétiques, des mondes imaginaires et ce que racontent les autres de leur vie, de leurs désirs et de leurs rêves. Les émis, qui sont des phénomènes réels, s'expliquent facilement si nous prenons en compte notre capacité de visualisation extraordinaire dans le monde animal, associée au mécanisme de protection du cerveau en cas de traumatisme, entraînant un arrêt respiratoire ou plus rarement un arrêt cardiaque. Mécanismes de protection qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution des vertébrés pour préserver le cerveau de l'hypoxie ou manque d'oxygène entraînant des destructions neuronales irrémédiables et l'impossibilité de survivre durablement en cas de retour de la respiration et des battements cardiaques. Bien
qu'il soit déontologiquement difficile d'effectuer de l'imagerie médicale sur des cerveaux humains en train de mourir, pour cela il faudrait mettre à mort des individus en maintenant leur tête dans un scanner, il est arrivé qu'un individu décède au moment où l'on effectuait un scanner de son cerveau, permettant ainsi d'enregistrer exceptionnellement et avec une certaine précision plusieurs minutes de l'agonie du cerveau. Ainsi, lors d'un arrêt respiratoire, l'organisme, dans un premier temps, réagit pour protéger prioritairement le cerveau qui est le centre de commande du corps. Une contraction réflexe des vaisseaux fait converger le sang vers la tête afin d'apporter assez d'oxygène et de nutriments au cerveau. Si l'arrêt cardiaque survient, tout un mécanisme chimique cellulaire se met en place pour apporter un maximum d'énergie aux neurones afin de les préserver de la destruction irrémédiable. Toute cette énergie fait rentrer le cerveau dans une phase d'activation intense qui a été visible en imagerie médicale où le scanner a enregistré ce qui est appelé vulgairement des ondes cérébrales, dans les zones du cerveau habituellement impliquées dans des fonctions hautement cognitives telles que la concentration, le rêve, la méditation, la récupération de mémoire, le traitement de l'information et de la perception consciente. Il est évident que toute cette activité intense cérébrale générée par des processus de protection du cerveau de la destruction va entraîner la récupération pour le mourant de ce qu'il a mémorisé de plus important au cours de sa vie. Notre cerveau étant fait d'un enchevêtrement complexe et ordonné de réseaux de connexions neuronales qui se régénèrent et se détruisent en permanence, ne sont conservées que les connexions utiles à notre survie, c'est-à-dire les connexions neuronales correspondantes aux souvenirs structurant notre personnalité et utiles à notre survie. Donc, celles ayant été vécues sous émotion. Les émotions étant associées à des réactions chimiques permettant de protéger les réseaux neuronaux de la destruction et facilitant leur réactivation et leur conservation et ainsi la conservation des souvenirs. Les réseaux neuronaux impliqués dans la mémorisation stockeront donc principalement les éléments importants à notre vie et à notre survie, c'est-à-dire les souvenirs de nos proches, de ceux que nous avons aimés, de ceux ayant marqué en bien ou en mal notre vie. Les souvenirs des événements importants de notre existence, qu'ils soient heureux ou tristes, mais aussi les histoires et les croyances religieuses qui nous ont été enseignées dans notre éducation et que nous avons visualisées spirituellement, sous émotion, afin de les imprimer dans notre mémoire. Toutes ces choses importantes de notre vie, que nous avons mémorisées et correspondantes à des réseaux épais de connexion neuronale, sont celles qui seront principalement réactivées puissamment lors de notre mort, ou lors des EMI où le cerveau en état d'urgence et d'hypoxie tente de maintenir par une activité intense l'intégrité des structures en relâchant un maximum d'énergie et de nutriments dans les cellules le constituant. Le mourant au cerveau suractivé visualisera des événements fondateurs de sa vie et verra défiler les gens qu'il a aimés, et tout ça sera perçu d'une façon différente en fonction des croyances de l'individu et de la religion structurante dans laquelle il a été éduqué. Dans cet état proche de la mort, le cerveau fonctionnant intensément, l'individu même en arrêt respiratoire ou cardiaque continuera à percevoir par ses oreilles les sons de son environnement, sons correspondant souvent au dialogue des vivants autour de cet être en train de mourir ou proche de la mort. Sons et paroles que le cerveau, en phase de suractivité de survie, décodera pour les visualiser avec une précision exceptionnelle. C'est ainsi que les gens ayant expérimenté des EMI décriront avec précision, et malgré qu'ils aient été inconscients, la scène du lieu de leur accident, certains allant jusqu'à se visualiser planant au-dessus de leur corps, reconstitution spirituelle d'un monde qu'ils entendent et ne voient pas, dont l'exemple le plus souvent rapporté est devenu mythique dans nos sociétés occidentales est celui des personnes ayant été victimes d'une complication respiratoire et cardiaque en salle d'opération, rapportant après être sortis du coma avoir assisté à ce qui leur arrivait, en ayant l'impression de planer au-dessus de leur corps inerte et en étant capables de décrire avec précision ce qui se passait et ce qui se disait autour d'eux. Notre vie, que nous voyons défiler au moment de notre mort, ou l'impression de planer inconscient au-dessus de notre corps, ne sont donc que le résultat d'une visualisation réalisée par notre cerveau se protégeant de la destruction. Et en dehors de notre esprit, il n'y a rien de réel à toutes ces visions. Tout ce que je viens de vous expliquer peut profondément déprimer les gens qui se sont convaincus d'une vie après la mort, qui espèrent retrouver des êtres chers disparus et qui s'accrochent à ces expériences de mort imminente pour se conforter dans leurs croyances apaisantes. Mais rassurez-vous, la réalité est bien plus merveilleuse que cela. Et nous ne mourrons pas réellement.
car nous ne sommes pas que de petits humains mortels avec leurs petites passions, leurs joies et leurs peines, perdus au milieu d'une immensité cosmique vertigineuse. Nous sommes bien plus que cela, et nous sommes en réalité éternels et immortels si nous dépassons la condition humaine, notre condition humaine, pour voir notre véritable nature. Nous sommes la conscience de ce monde immense, ou du tout, qui ne pourrait se percevoir si nous n'étions pas conscience humaine. Sans nous, le monde n'existe pas. Il est dans nos têtes, et chaque homme est la conscience de ce monde, immense et rêvé par nos petites cervelles. Et en chacun de nous, c'est toujours le même monde qui fait l'expérience de la vie et de l'amour. Nous sommes faits pour aimer le monde, pour nous aimer les uns les autres, pour nous aimer nous-mêmes. Et s'il ne faut espérer aucune réincarnation, c'est que la réalité est encore plus merveilleuse. Car si nous percevons en tant qu'humains notre vie comme une progression linéaire allant de la naissance à la mort, nous évoluons en réalité dans un monde où tout est imbriqué, et étant la conscience de ce monde en l'homme, ton frère humain, c'est toi. Ainsi, quand tu aimes tes parents, ta femme, ton mari, tes enfants ou tes amis, c'est en réalité toi que tu aimes. Tu ne mourras jamais. Tu es déjà réincarné dans les autres et dans ceux qui viendront après toi. Tu es la conscience du monde ou de Dieu en l'homme, fait pour aimer Dieu, fait pour t'aimer. Le vrai miracle, c'est la vie, c'est d'être au lieu du néant. Le vrai miracle, c'est la conscience et cette capacité de pouvoir dire « je suis, j'étais et je serai ». Voilà, c'est Frédéric Delavier. Je vous aime et paix sur terre, mes frères.